Un petit peu, oui. Je suis un peu triste, mais je t'en veux. Je pense que j'avais besoin de nous. Ouais, il faut un petit break. Ouais. Maintenant, je sais que j'ai plein de choses, je dois faire plein de choses, mais je regrette un peu content. Ouais. Je pense que je n'ai pas fait une photo des notes de son chat. Là, j'ai préparé, du coup, je t'enverrai un peu. Ou si tu veux, j'ai des choses là. Oui. Tu écris sur une Oui, je prends les photos, si je ne comprends pas. Continuer à essayer de comprendre un petit peu la problématique générale du cours, c'est de savoir en quoi correspondent un certain nombre d'identités dont on a commencé à percevoir les éléments, parce que c'est pas l'identité, ça ne veut rien dire tout seul, c'est qu'il faut ajouter toujours quelque chose derrière. Donc identité nationale, etc., notamment. Et la question linguistique, c'est comment ça s'articule. Alors, ce qu'on peut faire à mi-chemin pour l'instant, on va continuer à avoir des cas et puis voir un petit peu comment ça se traduit, c'est qu'on va retrouver toujours, pratiquement quels que soient les cas qu'on étudie, deux éléments qui correspondent en gros aux deux principales fonctions des langues, qu'on retrouve d'une façon ou d'une autre, parfois imbriquées, parfois contradictoires, parfois complémentaires, voilà, à tous les niveaux. Ces deux fonctions, c'est justement la fonction d'identité et la fonction de communication. Les langues, en gros, ont ces deux fonctions-là, ces deux fonctions principales. Alors, je vais expliquer un petit peu, puis ensuite, je vais voir ce qu'on a déjà vu, revenir sur un petit peu sur ce qu'on a déjà vu, et comment on va continuer à retrouver ces deux fonctions-là, plus ou moins. Donc la fonction d'identité, c'est une identité qui n'est pas forcément définissable avec un seul élément. Pas forcément, c'est qui n'est jamais définissable par un seul élément. L'identité, ça ne veut rien dire, c'est un mot à la mode, c'est un mot qui est super utilisé, mais c'est un mot qui ne dit pas grand-chose une fois qu'on l'a lancé comme ça. Donc, ce qu'on a vu, je vais
repartir sur les exemples qu'on a déjà évoqués pour comprendre un petit peu. Vous avez vu qu'on a commencé par essayer de définir avec l'article de Sellier qui disait beaucoup de choses, mais tout en étant à chaque fois très prudent sur l'identification d'un peuple. On a vu que c'était très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. C'est pas une liste d'éléments, dire voilà comment on le définit. Parfois ça marche pas, parfois c'est une partie, parfois c'est tout. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est toujours c'est en dynamique, ça veut dire que c'est en mouvement. C'est jamais statique, jamais. C'est jamais un peuple, par exemple, qui se définit de toute éternité et pour toujours de cette façon-là. Tout simplement parce que ça peut être ce qui est produit justement par des États constitués. Mais ça, c'est la création d'une mythologie. On crée un peuple. Et donc, pour justifier l'existence d'un peuple, d'une nation, d'un État, on va l'inventer, le peuple. L'inventer au sens propre. On va lui raconter une histoire, se raconter une histoire. Vous vous souvenez aussi de l'importance qu'il disait, l'importance des récits. On s'invente une langue. Ça a été de très nombreuses fois le cas, et je vais revenir dessus. Les langues sont proprement inventées, pas de toutes pièces. Pas de toutes pièces. On ne crée pas une langue, il y a eu quelques-unes des langues inventées, l'espéranto, voilà, celles-là, elles n'ont aucune. Elles existent toujours, mais elles ne sont pas utilisées. Mais des langues inventées, ça veut dire des langues qui ont été retravaillées, retransformées sur la base de dialectes, qui ont été fusionnées. On leur a donné une grammaire, on a établi un vocabulaire avec des dictionnaires. C'est ce qu'on appelle la standardisation des langues, ça j'y reviendrai un peu plus tard. Mais on a parfois littéralement inventé, voire réinventé des langues, comme le cas de l'hébreu. Donc, les langues ne sont pas des entités naturelles qui existent toutes seules comme ça et qui poussent, qui croissent, qui meurent. Ce n'est pas des entités biologiques. Une langue, c'est parler. Donc, c'est parlé par des êtres humains. Et donc, ces êtres humains ont une existence, une histoire, des intérêts. Il y a des enjeux. Donc, tout ça, c'est, encore une fois, pour comprendre, c'est pas que c'est compliqué, que ça marche jamais, c'est que c'est un processus, il faut le comprendre en processus. C'est toujours un processus de construction. Et donc, que ces identités-là, elles sont aussi variables. Parfois, on recherche, on va le voir par mains exemples, une identité ethnique, une identité religieuse, une identité purement linguistique, ça arrive aussi. Simplement sur la base de la langue, c'est déjà arrivé. On dit voilà comment on définit un peuple, une nation, un État. Parce que ce peuple parle tel langue. Or, quand on creuse un petit peu, on voit que, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui par exemple, notamment pour un cas comme la Suisse, qui paraît, c'est pas très exotique, mais c'est quand même exotique un petit peu, où on a, ça c'est un universel, c'est partout, tout le temps. Soit la diversité des langues, ça on le voit par exemple avec le matin, avec les étudiants de sciences du langage, mais on a aussi, surtout ce qu'on va voir aujourd'hui, une diversité dialectale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de langues distinctes, clairement distinctes les unes des autres. Ça existe partout, et on en a à profusion des exemples. Mais ce qu'on va voir, c'est plutôt ce qu'on appelle le continuum dialectal. Le continuum dialectal, c'est justement une succession, une juxtaposition sur un espace donné de variétés et de variations. Donc des langues qui sont proches tout en étant différentes. Et que la différence entre les deux, est-ce qu'on parle, et c'est pour ça qu'on avait commencé par ça, est-ce qu'on parle de deux langues différentes? Vous verrez sur le suisse alémanique, vous verrez ce dont il est question. Donc, est-ce qu'il y a la problématique générale? Toujours, on en revient. Est-ce qu'il y a identité entre culture, civilisation, peuple et langue? Donc, ces identités, elles se définissent, elles se redéfinissent constamment. Constamment. Et là, quand je vous dis que c'est l'histoire, c'est un processus, c'est qu'il faut voir dans l'histoire. C'est l'histoire qui dit. Si on en reste à aujourd'hui et à la vision qu'ont les hommes d'aujourd'hui de leur propre histoire, ça ne suffit pas. Il faudrait voir l'histoire telle qu'elle s'est réellement passée. Parce que, c'est ce que dit Sellier, c'est que pour construire une identité, les hommes se racontent des histoires au sens propre, se racontent des mythes et se reconstruisent leur propre histoire. Et là, on essaye de faire la part des choses et de ne pas s'en tenir à ce que les uns et les autres se racontent d'eux-mêmes. Ce qu'on essaye de voir, c'est ce qui s'est passé en réalité.
Donc, la fluctuation dans l'identification, non pas l'identité, dans l'identification, c'est ça qui va nous intéresser. Et donc, cette identification qui peut produire des identités, cette identification, là aussi, c'est d'abord et surtout en fonction des intérêts du moment, en fonction des rapports de force. Là aussi, vous allez voir, je prends un exemple, mais on en a d'autres, sur le suisse alémanique. Donc l'identification, c'est un processus, c'est un travail, c'est conscient. Est-ce que ça produit une identité? Parfois oui. Par exemple, tiens, un exemple que je vais donner qui est très connu pour nous. À quel moment un travail d'identification correspond en grande partie à une identité? Question longue, hein. Je l'évoque un petit peu. C'est le cas du français en France. Le cas du français en France, c'est que si on parle français aujourd'hui et que un des éléments qui définit, parce que même en France, après à peu près sur 1000 ans où la France existe à peu près en tant que telle, même si c'est un peu plus compliqué, c'est toujours pas quelque chose qui est définitivement acquis. Voilà, on sait ce que c'est qu'être français. Pas toujours, et ça évolue. Être français en 2019, c'est pas la même chose qu'être français il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et encore plus. C'est un processus qui est toujours redéfini. En revanche, ce qui concerne la langue, c'est que ce long processus de construction de la France, c'est aussi un long processus de construction linguistique. C'est que le français s'est construit autour de l'unité, d'abord du roi, et puis ensuite de la République. Donc, ce qui fait qu'un processus d'identification s'est construit et a produit une identité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à part quelques-uns, ça aussi on y reviendra sans doute peut-être un petit peu plus tard, des revendications régionales, il y en a quelques-unes qui sont très faibles d'un point de vue politique, mais qui existent encore. La majorité, la très grande majorité des Français se reconnaît dans sa langue. Ça pose plus de problème, mais ça, cette identification entre être français et la langue, c'est pas si vieux que ça. Il y a encore un siècle et demi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les Français étaient français par la nationalité, mais ils ne parlaient pas français. Ils parlaient leur patois, leur dialecte. Donc ça n'allait pas de soi. Pourquoi le français est devenu la langue de tout le monde? C'est par l'alphabétisation, par la scolarisation. Donc le processus d'identification, la France, notamment après la Révolution, a dit il faut construire, pas construire la langue, le français était déjà construit, déjà constitué, mais il faut que le français devienne la langue de tout le monde. Justement, que les Français puissent s'identifier à ça. Tant qu'ils parleront des langues différentes, des patois, même si c'est proche du français, ça ne produit pas un effet quantitatif. Donc, une des tâches et des objectifs de la Troisième République, ça a été justement de diffuser le français, langue nationale, à tout le monde, et notamment par l'école laïque, gratuite et obligatoire. Ce processus-là, il est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il y a eu une vraie politique linguistique qui a été menée. Et donc, 1883-84, c'est ça l'école juive, même si le processus était largement engagé avant. Mais 1883-84, c'est l'institution de l'école gratuite, laïque et obligatoire. Et ces mots-là, c'est pas anodin, je l'avais expliqué. Gratuite, ça veut dire que tout le monde peut y accéder, quels que soient ses revenus. Donc c'est démocratique au sens propre du terme, ça veut dire que ça concerne tout le peuple. Il n'y a pas de celui qui peut se payer l'école, il va, tout le monde y va. Obligatoire, ça veut dire que tout le monde est obligé d'envoyer ses enfants, pas dire oh bah non, finalement, moi j'ai besoin de Auchan, je ne pourrais pas les laisser venir, et puis par exemple les filles, elles n'ont pas besoin de travailler à l'école, elles ont besoin de savoir, donc je ne les envoie pas. Obligatoire, ça veut dire que tout le monde va à l'école. Et il y a des contraintes. Laïque, ça veut dire en dehors
de toute ingérence de l'Église, c'est-à-dire l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul et des savoirs de base, hors de toute propagande religieuse. Donc, ces trois éléments-là ont fait que, à partir de 1883-84 en France, le français s'est imposé. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a des chiffres qui sont donnés sur la pratique des dialectes des patois en France et la pratique du français. Qu'à partir de là, la pratique du français a augmenté considérablement. Et qu'aujourd'hui, même dans les campagnes, à peu près partout en France, il ne reste plus que quelques anciens qui parlent encore breton ou corse, mais les plus jeunes parlent peut-être aussi, savent peut-être un peu de breton, de corse pour certains, mais ils sont tous bilingues, ils sont tous d'abord francophones. Donc l'identification s'est faite entre langue et en l'occurrence appartenance nationale. Je ne dis pas forcément identité nationale, mais appartenance nationale. Mais c'est un processus. Et que ce processus, par exemple, d'identification pour la France, d'avant la Révolution, le processus d'identification, ce n'était pas la langue. Parce que la monarchie ne s'inquiétait pas de savoir si les paysans parlaient français ou pas. Ce n'était pas le problème. Le principal pour la monarchie, c'était que les Français s'identifient par rapport à la dynastie. Reconnaître le roi comme leur roi. Voilà. Le roi comme leur roi. C'était ça le processus. Le reste... Donc, à chaque fois, à toutes les époques, y compris dans les pays anciens comme la France, les processus d'identification, d'identité sont très différents. Donc, il faut comprendre ça en dynamique, en mouvement, et pas de façon statique en disant, voilà, c'est la langue d'un tel ou d'un tel, ça marche pas. On le voit, on l'a vu sur le cas de l'arabe. L'identification, encore une fois, on distingue bien. L'identification, c'est pourquoi l'arabe est maintenu comme ça par les gouvernements arabes. Et on a vu le cas du Maghreb, où ça pose des problèmes sociaux, où ça pose. C'est l'objet de débats très intenses, où il y a une langue qui est l'arabe, qui est l'arabe classique, qui est enseigné à l'école, mais qui n'est véritablement parlé par personne, notamment et surtout au Maghreb, qui parle des formes d'arabe dialectal. Donc ça, c'est un problème pour l'alphabétisation, parce que les enfants sont alphabétisés en arabe, une langue qui parle, qui comprennent peut-être un petit peu, mais qui est presque une langue étrangère pour eux. Pourquoi c'est maintenu? Parce que justement, il y a un processus politique derrière qui fait que le maintien de l'arabe, c'est le maintien au moins d'une illusion d'identité arabe et de l'ensemble des pays arabes. Donc là, c'est un objet... la langue, c'est plus qu'un symbole, dans ce cas-là. Mais ça reste une illusion. Dans les pratiques, c'est une illusion, mais ça reste ça. L'arabe, c'est aussi... Pourquoi il y a de telles résistances? C'est parce que c'est aussi la langue du Coran. Donc là, il y a aussi une identification religieuse. Donc les pays arabes, notamment les pays du Maghreb, pourraient dire, comme l'ont fait d'autres pays, voilà, on passe maintenant, on va scolariser, on va unifier les dialectes arabes d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, en gros séparer de l'arabe classique et faire une langue nationale algérienne, nationale d'arabe, nationale algérien, l'arabe national marocain, élaborer des dictionnaires, des grammaires, comme l'ont fait beaucoup d'autres langues. Ils ne le font pas. Parce qu'il y a encore ces deux processus d'identification qui continuent à être très forts. Sauf qu'entre la théorie, les préconisations et la pratique, la distance est de plus en plus grande. Donc on n'a pas correspondance. On n'a plus correspondance. On a vu un cas inverse, un cas de dislocation linguistique. C'est le cas de l'ex-Yougoslavie. Où là, à la différence de l'arabe, exactement à l'opposé, on avait une langue unique, le serbo-croate. Le fait qu'il s'appelle serbo-croate, même à l'époque de la Yougoslavie, c'était il l'appelait serbo-croate ou croato-serbe. Pour ne fâcher personne. L'un s'écrivait en alphabet cyrillique, le serbe, l'autre en alphabet latin. C'était la même langue. Et cette langue était aussi la langue commune des autres républiques
notamment le Monténégro, la Macédoine, la Bosnie, avec quelques variantes, mais c'était quasiment la même langue. La Slovénie, un petit peu différente. Mais en tout cas, cette langue, on l'appellera le serbo-croate ou le croate-serbe, comme du temps de la Yougoslavie, cette langue était commune à tout le monde. Sauf qu'il y a eu un processus de dislocation politique qui conduit à une tentative, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, une tentative de dislocation linguistique. C'est exactement l'inverse. Donc, l'idée, c'est justement de ne plus s'identifier à cette langue. Puisque cette langue, c'est justement la langue de l'unité yougoslave, qui n'existe plus et dont certains dirigeants, en tout cas le peuple, c'est moins sûr, ne veulent plus. Donc ils cherchent à se séparer des autres, linguistiquement. Et là, c'est exactement l'inverse parce que ça ne marche pas, ou c'est difficile. Il faut inventer des mots purement serbes, inventer des mots croates, mais même si on invente, il faut qu'ils soient utilisés. Il ne suffit pas que des académiciens les inventent, il faut que les gens s'en emparent. S'il ne le faut pas, ça ne changera rien. Sur la question de la prononciation, c'est pareil. Donc il faudrait énormément de temps avant que les Serbes et les Croates ne se comprennent plus. Sachant qu'ils continuent à avoir quand même d'une certaine façon des contacts. Donc on a le processus exactement inverse. Donc, ça c'est en gros, et on va revenir, on a vu quelques exemples sur la question entre identification et langue. L'autre fonction des langues, c'est la fonction de communication. Et là, la fonction de communication, là, ça joue sur des pratiques langagières. Et non pas sur des langues, parce que toutes les langues, c'est d'abord des pratiques langagières. Les langues n'existent pas en tant que telles. Les langues n'existent pas toutes seules. Les langues n'existent parce qu'elles sont parlées. Donc ça veut dire que la base des langues, c'est les pratiques, et pas les langues elles-mêmes. Ça n'a pas d'intérêt. Sinon, on étudie une langue abstraite, livresque, bon. Donc, ces pratiques langagières sont à la fonction de communication. Ça, c'est un autre aspect. C'est, en gros, et comme ça correspond aux pratiques, c'est quelle langue utilise tel groupe en fonction de ses besoins de communication. Et non pas en fonction d'une identification, d'une identité. C'est quelle langue utilise tel groupe en fonction de ses besoins de communication. Et donc là, on est dans un processus qui concerne tout le monde. Pas simplement ceux qui défendent les langues, qui mènent des politiques linguistiques, ça concerne tout le monde. Et ça, c'est un mouvement qui est beaucoup plus difficile à contrôler. Ou alors, il faut y mettre les moyens politiques. Donc ce mouvement qui est difficile à contrôler concernant les pratiques, c'est quoi? C'est que telle langue est utilisée si, à un moment donné, à un endroit donné, dans un contexte donné, elle est utile à celui qui l'utilise. Donc la fonction de communication, c'est ça. C'est qu'une langue est utilisée par un groupe, un individu, à un endroit donné, à un moment donné, dans un contexte donné, si elle lui est utile. Et que le principe général, universel qu'on retrouve partout, c'est qu'à partir du moment où un individu, un groupe d'individus, plus ou moins grand, estime, même de façon plus ou moins consciente, estime que telle ou telle langue ne lui est plus utile, il l'abandonne. Dans le sens, pas d'un seul coup, il se réveille le matin, ça y est, bon, c'est fini, maintenant je ne parle plus ma langue. Ce qui se passe, c'est le processus de non-transmission de la langue. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça peut se faire très vite, en 1 ou 2 générations. Comment c'est produit, pour revenir sur le cas de la France? Comment, quand je vous expliquais que les chiffres sont donnés au début du XXe siècle, notamment, où on a une chute de l'usage des patois et des dialectes en France. Comment ça s'est produit? Ça veut dire que ceux qui utilisaient les dialectes et les patois, et notamment dans les campagnes, ces gens, en 1883-84, quand il y a une politique linguistique qui est mise en place avec l'école, etc., où l'État intervient de façon claire pour la diffusion du français et
contre l'usage des langues régionales, c'est pas d'un seul coup, l'État français n'a jamais mis quelqu'un en prison pour n'avoir pas utilisé le français. Ça s'est jamais passé. Jamais. Donc il n'y a pas eu de coercition, il n'y a pas eu d'imposition. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'en 1800, dans les années 1880, quand la politique est mise en place, où là, la France dit qu'il faut absolument qu'on diffuse le français et essayer de faire reculer les patois parce que c'est un facteur de division. C'est comme ça que c'était pensé. Les gens qui parlaient les patois dans les campagnes, de toute façon, comme je viens de vous le dire, n'étaient pas contraints de parler français. Ils n'ont pas du jour au lendemain abandonné le patois pour parler français. Déjà, il fallait qu'ils sachent le parler. C'était pas gagné. Ils n'ont pas abandonné, ils ont continué à le parler. Sauf que ce qui s'est produit, c'est que les espaces où ils pouvaient pratiquer ces langues s'est réduit de plus en plus. À l'école terminée. Dans l'espace commercial, même le paysan qui va faire, j'allais dire ses courses, c'est pas ses courses, mais qui va vendre son bétail, vendre son blé, avoir des contacts avec les grossistes, etc., qui va en ville faire ses achats, il est contraint, mais pas par la loi, il est contraint d'utiliser le français, parce que les gens en face de lui n'utilisent que le français. Donc même s'il utilise son patois dans sa famille, là, il faut qu'il s'y mette au français. Donc on a, et ça c'est universel, quand il y a passage de langue à l'autre, une période où on a et en France ça a pu se produire sur le long terme aussi, une période de bilinguisme. Les gens parlent les deux. Le patois, les dialectes dans les familles, dans les villages, entre copains, ou peut-être même un peu plus large, et dans des situations précises, utilisent le français. Parce qu'ils n'ont pas le choix de toute façon. Parce que si la France organisée administrativement, il y a des fonctionnaires qui vont dans les campagnes, qui vont dans les petites villes, où ça parle patois et dialecte, et que ces fonctionnaires, eux, ils peuvent être mutés, donc ils viennent de partout en France, ils ne parlent pas la langue locale. Donc, et de toute façon, comme le français est langue officielle, ils utilisent le français. Donc, forcément, celui qui vit en face, il est obligé de parler français. Donc c'est un des moyens. Autre moyen, ce qui s'est produit en France, c'est l'armée. C'est 1800, dans les années 1880, l'armée est obligatoire. C'est une armée de conscription. Tous les jeunes Français y vont. Et ils y vont 2 ans, voire 3. Donc pendant ces 2 ans, ces 3 ans, ils ne parlent que français. D'une part parce qu'ils se retrouvent avec d'autres jeunes qui ne parlent que français, donc pour communiquer, ils ne peuvent pas utiliser chacun leur patois, sauf s'ils se retrouvent avec des gens qui viennent de leur coin. Mais pendant 2 ans ou 3 ans, ces jeunes Français qui sont eux-mêmes allés à l'école et qui ont appris le français, le parlent de nouveau à l'armée. Il y a le phénomène d'urbanisation. Aussi ce qu'on a appelé, ça vous avez dû le voir à l'école, l'exode rural. Donc avec la mécanisation, il y a de plus en plus de ruraux qui vont dans les villes. Or, dans les villes, on parle français. Parce que là, c'est un mélange. Donc tout ça fait que les espaces où on peut parler, où ils peuvent parler le patois et le dialecte se réduisent de plus en plus. Et donc, quelle est la langue qui devient la plus utile? Évidemment, c'est le français. Parce que c'est aussi la langue de la promotion sociale. Donc, ce qui se produit, c'est pas que les gens qui parlent patois ou dialecte l'abandonnent du jour au lendemain. Ce qui se produit, c'est que leurs enfants, ils ne le transmettent plus aux enfants. Ils vont éventuellement leur parler en patois et en dialecte, mais les enfants vont, par exemple, leur répondre en français. Et que la langue tout doucement dominante dans la famille, ça va être de plus en plus le français. Donc on est dans une période de bilinguisme. Mais ces enfants qui sont capables, donc encore une fois, si on se place du point de vue historique dans les années 1880 jusqu'en 1910, 1920, après la Première Guerre mondiale, ça chute encore un peu plus. Parce que là, tout le monde, avec la guerre, l'armée, tout le monde s'est croisé, donc le français est devenu vraiment la langue véhiculaire. Mais ces jeunes Français qui ont été à l'école à partir des années 1880, 1890, etc., qui font l'armée, qui se retrouvent en ville, ils peuvent comprendre, parce que dans leur famille, on leur a parlé les patois et les dialectes. Ils le comprennent encore. Mais ce qu'ils vont transmettre, la langue qu'ils vont parler dans leur propre famille, ce sera le français. Donc là, on a une rupture de transmission. Et après, évidemment, leurs propres enfants, eux, n'auront entendu que du français. Voilà comment ça se produit.
Donc là, c'est un cas où on a une politique linguistique forte dans un pays, la France, qui est déjà largement constitué, dont la langue est constituée depuis au moins le XVIe siècle, le XVIIe siècle. Donc ça s'est passé très vite, en deux ou trois générations maximum. Ça s'est passé très vite. Donc la fonction de communication, c'est, là aussi universel, c'est quand il y a concurrence. Il va y avoir coexistence. Une coexistence, c'est souvent, en termes linguistiques, la coexistence, ça devient souvent de la concurrence entre deux langues. Parfois, et ça c'est ce qu'on voit ce matin, mais ça concerne une partie seulement d'entre vous avec en sciences du langage, c'est où là il y a un équilibre, toutes les langues se valent et il vaut mieux les conserver dans les sociétés traditionnelles, mais ce qui se passe dans le reste, c'est qu'il y a coexistence et concurrence. Il y en a une ou des langues qui finissent par l'emporter sur l'autre, parce que, encore une fois, c'est la langue qui sera la plus utile. Donc l'abandon, c'est pas une question identitaire. Je passe de l'identité de bourguignon patoisant ou de languedocien patoisant à mon identité de français. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe parce qu'à un moment donné, c'est plus utile, ça ne sert plus à grand chose, sauf dans les relations amicales, familiales, c'est une langue de connivence, le dialecte. Mais pour le reste, c'est le français qui est la langue la plus utile pour l'école, pour l'ascension sociale, pour le métier, etc. Donc de fait, elle va prendre le pas sur l'autre. Donc ce processus, on va le retrouver à toutes les époques et de toutes les façons. C'est le fait qu'il y a un processus qui fait qu'on a aussi des langues qui vont disparaître beaucoup pour cette raison-là. Alors, parfois, quand je vous disais ça se contredit, ça se complète, ça va de soi, il peut y avoir les deux qui jouent. Par exemple, revenons justement sur le cas de la France. Le fait que le français soit devenu la langue nationale et la langue parlée par la très grande majorité au quotidien, sauf ceux qui sont migrants évidemment, c'est pas leur langue première, leurs enfants ça la deviendra. Pour ceux, c'est la langue première de l'écrasante majorité des gens qui vivent en France. Mais le français, quand je vous expliquais qu'il est passé son statut de langue officielle plus le fait que ce soit la langue la plus utile, c'est pas seulement ça qui a joué, c'est aussi un processus d'identification nationale. C'est qu'à cette époque, la nation moderne est en train de se construire. Et donc il y a aussi un travail politique qui est fait, notamment par la République, qui associe France et République. Et en France, c'est souvent comme ça. Vous connaissez la fin de l'allocution des présidents de la République qui font des discours. À la fin, ils disent quoi? Vive la République et vive la France. C'est jamais dissocié. Parce que le régime politique de la France, c'est la République. Donc il lui est associé. C'est cette histoire-là. C'est la République française, c'est pas la France toute seule, avec son histoire, son ethnicité qui n'existe pas. C'est très associé à ça. Donc la République, elle va associer son patriotisme à ce régime politique. Et pas à la France toute seule. Donc, l'identification des Français aux Français, c'est pas simplement pour une question de communication d'utilité, c'est aussi une question d'identification politique. C'est qu'à ce moment-là, dans les années, encore une fois, 1880, 90, 1900, c'est la République qui vient après les rois, etc. Cette République et ce régime politique vont apparaître aux yeux justement de ceux qui parlent les dialectes et les patois comme un progrès social. Même s'il y a des hauts débats, que ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est quoi le progrès social? C'est l'école pour tous. C'est tout un tas de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans nos campagnes, si vous vous y promenez ou si vous y habitez ou si vous y êtes né, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on voit? Un vieux truc qu'on se dit à quoi ça pouvait bien servir. C'est un truc archaïque. Vous y prêtez même peut-être plus attention, ou vous l'avez vu sans le voir. Il y a un truc qui se trouve dans pratiquement tous les villages.
Un vieux machin comme ça, alors des fois il est restauré, des fois pas. À la voir. Exactement, à la voir. Exactement. Et c'est quoi ce lavoir? Vous avez déjà vu des lavoirs où on se dit, mais comment c'est possible qu'ils puissent aller faire leur linge? Nous, on a des machines à laver qui durent vachement longtemps, c'est peut-être au moins 5 ans. Le lavoir est toujours là, oui. Et c'est quoi ce lavoir, à votre avis? Pourquoi il y en a dans tous les villages, ou presque tous les villages? Ou s'il n'y en a pas dans tous les villages, c'est qu'ils ont été détruits, justement quand les machines à laver sont arrivées. Vous savez de quand ça date? Et comment ça s'appelle d'ailleurs? Lavoir, et puis souvent il y a lavoir quoi à côté? L'adjectif. Communal. Ouais, lavoir communal ou lavoir municipal, exactement. Et ça veut dire quoi ça? C'est un lieu social, mais c'est un lieu où les gens se retrouvent, ça c'est sûr, mais ils n'avaient pas besoin de ça. Oui, mais c'était pas le but premier. Hein. Le but premier, c'est vraiment que ce soit un lavoir. Alors on se dit c'est un truc archaïque maintenant, mais à l'époque, je dis pas que c'était ultra moderne, mais ça correspondait à quoi le lavoir? Ça veut dire que la municipalité, donc le maire, à l'époque, il était élu, mais il n'avait pas tant de pouvoir qu'aujourd'hui. Mais le maire, c'était un représentant de cette République-là. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait, la République? Eh bien, elle met à disposition, parce qu'à l'époque, c'était encore essentiellement les femmes qui le faisaient, elle met à disposition un lavoir municipal, avec de l'eau courante, et c'est un endroit où on peut étaler le linge, où ils peuvent le taper, le frapper, voilà, avec de l'eau propre. C'est une sorte de machine à laver rudimentaire, publique. Parce que les gens, dans leur maison, ils n'ont pas forcément l'eau courante. Ça a l'air de rien comme ça, mais on se dit, eh ben oui, il y a une époque où il n'y avait pas de robinet, où il fallait aller au puits, encore à cette époque. Après, ça a changé, justement. Donc le fait d'offrir un lavoir municipal à tout le monde, c'est un progrès. Donc c'est un petit détail comme ça, mais quand l'histoire de la France, c'est aussi cette histoire-là. Donc, l'école, les lavoirs, c'est peut-être un détail, mais c'est un peu plus qu'un détail. Le fait aussi que dans les villages, qu'est-ce qu'on voit souvent, toujours d'ailleurs, mais qu'on voit bien, je dis les villages parce qu'à l'époque dont je vous parle, c'est surtout une France rurale, mais c'est valable aussi dans les villes. Qu'est-ce qu'il y a partout dans tous les villages de France? Ou presque. Il y a 36 000 communes en France, et donc il y a 36 000... Bah, il n'y a pas 36 000 églises, c'est justement à cette époque-là, l'église, déjà, il y a de moins en moins de monde. Il y a de moins en moins de monde déjà à cette époque-là et que tout le monde commence un peu. Et c'est même pire, parce qu'à cette époque-là, justement, le fait républicain fait que c'est anticlérical. Donc il y avait une opposition de plus en plus ferme et nette à la religion dès cette époque. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans tous les villages de France et de Navarre? Forcément. Ah, ça aussi, mais c'est pas. Ça c'est après la guerre de la Première Guerre mondiale. Mais ça joue. Bah oui, hein. Bah oui, mais ça fait partie de notre quotidien, ça. C'est normal, parce qu'on voit plus. Et s'il y a une mairie dans chaque village, on va dire, bah oui, cette mairie-là, est-ce que c'est un pauvre appartement ou... Non, on la voit, la mairie. Et pourquoi on la voit? Elle est sur la place du village, mais si on la voit, c'est qu'on veut qu'elle se voie. Et pourquoi on veut qu'elle se voie? Eh oui. Eh oui. Et pourquoi on veut qu'elle se voie, cette mairie du village? On l'a construit en dur, en beau. Même pour les petits villages, il y a une belle mairie. Avec le drapeau, la devise, liberté, égalité, fraternité. Et à votre avis, justement, ce que vous me disiez, moi, dans mon village, il y avait
En face, il y avait la mairie et l'école. C'était un énorme bâtiment. C'était pas un gros village, ça faisait 2000 habitants. Et juste en face, et l'école était, la mairie était devenue aussi grosse que quoi, à votre avis? Juste en face, et le bâtiment d'en face, étant donné qu'il y avait ce gros bâtiment école et mairie, tout un symbole, en face, le bâtiment, il a comme un petit peu rapetissé. Pourquoi on faisait des belles mairies? Et justement, parce qu'en face, le bâtiment dont on parle, c'était l'église. Et qu'on a dit maintenant, c'est le peuple, c'est le suffrage universel, c'est la République, et non plus les églises. Donc tout ça fait que, toute cette symbolique-là, elle a fait que deux progrès, parce qu'il y a eu aussi des lois sociales, même si c'était compliqué, tous ces progrès comme ça qui font que la vie des Français s'améliore tout doucement, ils ont bien eu conscience qu'ils passaient d'une époque à une autre, avec tout un symbole d'oppression symbolique ou pas, a fait que cette identification, l'identification s'est faite en liens, si vous voulez. C'est pas le français qui s'est imposé comme ça, c'était le français plus tous ces éléments, ces petits, ces gros éléments-là, qui ont fait que les Français se sont sentis français. Donc ils se sont identifiés à la langue, entre autres, mais avec le français dans les écoles, dans toutes les écoles, c'était pas « oh là là, on nous fait perdre notre patois », c'est qu'avec le français dans les écoles, ça veut dire que tout le monde sait lire et écrire, et que si tout le monde sait lire et écrire en français, ça veut dire qu'on peut peut-être sortir de sa condition de paysan, voilà, c'est l'ascension sociale. Ça va, vous comprenez le principe? Donc c'est un processus d'identification qui n'est pas unique, il n'y a pas un élément. C'est pas la langue française comme ça qui a fait les Français d'un seul coup, c'est tout ça. Je parle d'exemple de la France, mais on a d'autres exemples ailleurs où parfois justement le processus il a été beaucoup plus long. Par exemple en Italie, où les dialectes sont encore très vivants. Et ils le sont peut-être un petit peu moins, ils perdent un peu de terrain, mais ils l'ont été très longtemps. Et notamment parce qu'à l'unité italienne, les progrès de l'alphabétisation ont été beaucoup plus lents. Donc l'identification, notamment, elle s'est faite, non pas autour d'une république au début, mais autour d'un roi. Donc ce processus d'identification, il a été très différent. Donc, on a, vous voyez, dans le cas de la France, mais je parle de la France parce que ça me parle peut-être un petit peu plus, mais on va le revoir pour beaucoup d'autres exemples, on retrouve les deux fonctions. Identification, identité et communication. Quand il y a identification ou identité, pour une langue, ça marche jamais. Tout seul, ça marche jamais. On verra peut-être, je ne sais pas si j'aborderai, mais des questions, par exemple, qui portent sur les politiques de revitalisation, si j'en parlerai quand même. Les politiques dites de revitalisation linguistique. Les politiques de revitalisation linguistique, j'en parlerai quand je parlerai des politiques linguistiques, elles sont menées avec des langues qui sont en train de disparaître. Et donc, pour X raisons, on verra, mais partout dans le monde, des gens se disent qu'il ne faut pas que la langue disparaisse parce que c'est l'identité du peuple maya, du peuple quechua, du peuple aymara, du peuple, et on verra, maori en Nouvelle-Zélande. La langue disparaît avec l'identité culturelle. Et donc, il y a des politiques dites de revitalisation linguistique qui sont menées pour essayer de faire revivre ces langues. Et comment faire revivre une langue? C'est qu'elle se pratique. Et pour qu'elle se pratique, c'est là qu'on est, c'est la question identitaire. Les Maoris ou n'importe qui d'autre te dit moi à la limite je m'en fous, moi. Je me sens pas Maori parce que je parle Maori, mais il faut que ça. Donc l'identité seule ne fera pas la résurgence comme ça d'une langue, dire voilà, ça y est, on se sent tous Maori, on a été oppressés, on va massivement reparler notre langue, réutiliser. Ça marche pas comme ça. Et que les politiques de revitalisation, souvent, elles sont en difficulté, tout simplement parce qu'il y a l'autre fonction qui ne marche pas, c'est la fonction de communication. Revitaliser une langue, essayer de la faire revivre,
c'est forcément, il n'y a pas que ce processus identitaire, il faut qu'elle serve à quelque chose. Si elle ne sert à rien, ça ne marchera pas. Ça va, vous comprenez? Je vous donnerai quelques exemples plus tard, on travaillera dessus, par exemple sur le cas de l'Irlandais, en République d'Irlande. Ouais, ça c'est un cas justement où ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, pour essayer de comprendre, donc on est sur le... J'ai fait ce passage, là on a ces deux fonctions, identité ou identification et communication. Voilà, j'ai repris quelques exemples comme ça, on voit que soit ça se complète, soit ça se recoupe, soit ça se contredit, soit c'est disjoint, soit ça ne marche pas ensemble, soit ça marche ensemble. On aura à peu près tous les cas. Mais on va revoir de multiples exemples, parce que je préfère travailler beaucoup sur des cas, c'est ce qu'on va faire avec le Suisse, avec l'écran suisse, où on retrouvera à peu près toujours ces deux éléments, d'une façon liée, d'une façon ou d'une autre, comme je viens de vous dire. Donc maintenant, autre élément qu'il faut qu'on sache avant d'aborder la suite, c'est quand je vous ai parlé de ce qui est inhérent aux langues. Les 6 ou 7 000 langues qui sont parlées dans le monde, parfois on dit il y en a qui disent 5, 6, 7 000, vous voyez, une énorme différence. Et ça, ça justifie justement par le fait que ça, c'est ce qui est inhérent, c'est la variation, les variations. Les variations, c'est qu'on n'a jamais, même pour une langue comme le français construite depuis le XVIe siècle et depuis l'Académie française, où on ne peut pas bouger un accent circonflexe sans provoquer un tsunami, voilà, où on peut pas, on a l'impression que c'est figé, c'est jamais figé, aucune langue. Donc ce qui est propre aux langues, c'est les variations. Et il y a 3 types de variations. On va retrouver à peu près aussi tout au long du cours. 3 types de variations. C'est les variations diatopiques. Les variations diatopiques, c'est les variations qui sont liées au lieu au pluriel. Et ça, c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Les variations qui sont liées au lieu, c'est notamment les dialectes, toute la question des dialectes. Et ça, c'est absolument universel. Il va y avoir coexistence, contact de langues très différentes. C'est ce qu'on voit ce matin avec ceux qui sont en sciences du langage. On a des langues complètement différentes les unes à côté des autres, mais ça a une fonction sociale. Mais dans d'autres cas, on a juxtaposition. C'est pour ça qu'on parle de continuum, il n'y a pas de rupture. Coexistence sur un espace étendu de variétés de langues. Ce n'est pas des langues différentes, c'est des dialectes. Et c'est ce qui s'est produit pour la France, pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour la Suisse, et qui est dans la continuité justement des deux histoires, où on a d'un village à l'autre, d'une vallée à l'autre, parfois même à l'intérieur d'une petite ville, des différences selon l'endroit où on se trouve. D'accord? Ça, c'est des variations diatopiques. On a deuxième type de variation, c'est les variations diachroniques. Les variations diachroniques, c'est les différences selon les générations ou les classes d'âge. La langue des jeunes et des autres. On ne dit plus de jeunes. Donc déjà, c'est le jeune qui était dans la variation diachronique, c'est déjà du passé dans la diachronique. Vous voyez, ça arrive quand même. Donc cette langue des jeunes, c'est pas que ça, c'est aussi une évolution, parce que ça, c'est plus des effets de mode. Mais il y a sur le plus long terme
des langues, des évolutions entre il y a 30 ans, 20 ans, 50 ans et un peu plus. Mais on peut étendre cette question de la variation diachronique à l'histoire, à l'évolution des langues. Et ça, c'est l'idée que toutes les langues évoluent tout le temps. Toutes, absolument toutes. Elles évoluent à des rythmes différents, mais elles évoluent. Alors parfois, l'évolution peut être ralentie, figée. Justement, dans le cas du français, où il y a le poids de la norme, le poids de l'institution littéraire, scolaire, qui fait que on arrive à comprendre du français quand on lit, vous avez été à l'école, vous avez pris Corneille, Racine, Molière, et quand vous lisez ça, c'est des textes qui ont plus de 300 ans, on les lit sans trop de difficultés. C'est un indice que, depuis cette époque-là, ça a moyennement évolué. Et si on lit des textes qui datent, vous avez fait ça à l'école, peut-être le roman de Renard ou des trucs comme ça, là, il faut s'accrocher un petit peu plus. Donc, à un moment donné, quand la langue elle est fixée dans une norme, quand elle est enseignée, elle a tendance à moins évoluer, même si les pratiques d'aujourd'hui ne sont pas celles-là. Donc, il y a de toute façon des variations diachroniques, ça veut dire dans le temps, en fait. Donc, ça peut être d'une génération à l'autre, mais ça peut être un peu plus long. Et puis, le troisième type de variation, c'est ce qu'on appelle, et celles-là, elles sont très importantes, les variations diastratiques. Les variations diastratiques, c'est les variations entre groupes sociaux, entre classes sociales, entre groupes sociaux. Et ça, c'est très important. Donc, on a, pour bien comprendre ce qui se passe sur la question des langues, quand on prend cet exemple-là, mais encore une fois, c'est celui sans doute que la majorité connaît le mieux, mais c'est valable aussi, on le verra, pour plein d'autres langues. Le français. On se dit, voilà, le français, on arrive à trouver les limites, c'est facile. On y a même l'expression bien connue, ça, c'est pas français, ça. C'est-à-dire, c'est pas du bon français. Bah oui, mais on comprend qu'est-ce que je dis quand même. Je dis, ça, c'est pas français, mais vous comprenez qu'est-ce que je dis quand même. Donc ça, c'est quoi, ça? C'est juste un petit changement, mais c'est pas conforme à la norme, mais c'est intelligible. Donc c'est une langue comme le français. On sait les limites, on les a même tracées, l'Académie française, et puis les manuels de langue, les manuels d'orthographe, tout est tracé au cordeau. On sait ce qui est dans la norme et c'est ce qui n'est pas. Et si on prend l'expression c'est français, c'est pas français, on sait ce qui est français, on sait ce qui n'est pas français. Tout simplement parce qu'à la moindre hésitation, on va consulter une grammaire, un bled, n'importe quoi, pour nous dire ah, c'est comme ça que ça se dit. Mais le problème, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle la langue standard. La langue standard, c'est ça. C'est une langue, la langue normée, la langue qui a ses règles. Cette langue standard, c'est en général la langue enseignée à l'école. Et c'est plus ou moins, parce que là déjà on sort de plus ou moins la langue des médias dominants, la langue du politique, même si ça change aussi. Donc on a cette langue standard qui est conforme à la norme. Et pour qu'il y ait une norme, il faut qu'on ait fixé cette norme. Donc cette langue, dont on croit avoir tracé les limites, immédiatement, quand on prend le français, encore une fois, c'est valable pour toutes les langues. Hein. C'est juste, je vous parle de ça parce que c'est sans doute une langue que tout le monde connaît, simplement par le fait que tout le monde le comprend ici, j'espère. Donc ça veut dire qu'on a cette langue-là en commun. Ce français, comme toutes les langues, je répète pour la 20e fois, comme toutes les langues, il est, si vous voulez, pas tiraillé, mais il y a des tensions. Et ces tensions, ça tourne en gros autour de ces trois types de variations. La tension, c'est que le français que je parle aujourd'hui, c'est pas le même que celui d'hier et d'avant-hier, ça on s'en doute un petit peu, même si je viens de vous dire qu'il a moyennement évolué, ça sera sans doute pas le français qu'on parlera demain, il évolue. Il évolue. Donc quand on dit des générations,
sur une génération ou deux, on le voit très moyennement. Parce que si parfois on a du mal à comprendre certaines expressions qui datent d'il y a 40 ou 50 ans, on comprend la quasi-totalité de ce qu'on dit. Voire même un petit peu plus, bien au-delà, je vous dis, on peut remonter même au texte littéraire qu'on arrive à comprendre sans trop de difficulté, sans difficulté. Donc ça veut dire que ça évolue, mais ça peut évoluer aussi lentement. Mais de toute façon, il y a une évolution. Donc la langue n'est pas figée, aucune langue n'est figée du point de vue historique. Jamais, aucune. Absolument aucune. Sauf celles qui sont figées à jamais, c'est-à-dire celles qui n'ont plus qu'une existence littéraire, comme le latin. Celle-là, comme plus personne ne la pratique, ça ne peut plus évoluer. C'est la pratique. Tant qu'une langue est pratiquée, c'est-à-dire tant qu'elle est vivante, elle évolue. À partir du moment où elle est plus pratiquée, où elle n'existe plus comme langue littéraire, ça ne bouge plus. C'est le cas de l'arabe aussi, on l'avait vu. Il y a l'arabe classique, littéral, et il y a l'arabe qui est pratiqué tous les jours, qui lui évolue et qui se différencie. Donc ça, c'est le premier type de tension. L'autre type de tension qui fait qu'une langue n'est jamais complètement homogène, figée, c'est le fait des variations diatopiques. C'est que tout simplement, encore une fois pour le français, je ne parle même pas des dialectes et des patois, dont on va reparler pour le cas de la Suisse. Mais le français qui est parlé en France, c'est pas tout à fait le même entre des Parisiens, des Marseillais, des Lorrains. Alors bien sûr que la langue française standard, elle s'est largement imposée, mais il y a des petites différences. On se comprend à 99,9%, mais parce que le français s'est imposé comme langue standard. Mais il y a des petites différences voilà, de prononciation, et parfois on a un peu de mal avec certains accents, mais globalement c'est normal. Si vous écoutez par exemple des supporters de l'OM, des fois on a un peu de mal à les comprendre. Je dis ça parce que j'en entendu un. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu connais en foot, mais là. Mais c'est moyen. En revanche, si c'est le français du Québec, le français de Wallonie, et là encore, ça dépend par qui c'est parlé, pas avoir juste une petite pointe d'accent. Mais si c'est un Québécois qui ne passe pas dans les médias ou qui, dans son village du Québec, vous entendez un Québécois et là, on a quand même un peu plus de mal. Parce que là, ça change sur la prononciation, mais ça change aussi sur le lexique. On a évidemment, puisque le français est une langue très répandue, le français, les Français d'Afrique. Et c'est bien français qui parle. Sauf que là aussi, il y a des mots typiquement africains, des prononciations particulières. Donc, du point de vue diatopique, c'est pas. Alors, si on considère, si on se place du point de vue d'un norme et qu'on se dit c'est français, c'est pas français, ça, c'est vite plié. D'accord. Mais nous, en sciences du langage, on ne se place pas du point de vue de ces normes-là. On regarde les langues telles qu'elles sont réellement parlées. On considère que le buteur qui s'exprime, j'entendais un débat entre des hommes politiques, il y avait des hommes politiques et des journalistes en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Là, c'est bien français qui parle, il n'y a aucun problème. Alors parfois, ça peut nous échapper, notamment du point de vue politique, mais eux utilisent un français proche, non pas forcément du standard, mais un français proche de celui qu'on utilise. Mais on entend immédiatement qu'ils sont africains, et ça ne pose pas de problème. Donc il peut y avoir des différences diatopiques qui sont, là aussi, ce n'est pas simplement sur les régions, mais qui peuvent être importantes. En tout cas, c'est pas, si on considère le français, la pratique du français, non pas le français normé, il y a des différences très importantes. Donc il y a cette tension-là. Et cette tension-là, vous allez voir pour le suisse, c'est qu'on est parfois aux marges. On se dit, mais est-ce que c'est encore du français? Est-ce que c'est encore telle ou telle langue? La variation est tellement importante qu'on peut se demander si on n'est pas aux limites d'une autre langue. Mais on ne peut pas tracer ces limites-là. On ne peut pas le faire. Mais il y a ces variations. Et puis le troisième type de variation, celui-là aussi qui est très important, les variations diastratiques. Et ça, c'est selon l'origine sociale des locuteurs, selon les groupes sociaux. Et là, on est dans la réflexion, mais on l'abordera plus tard, sur, si je reprends le français, mais je reprends aussi d'autres langues, français populaire, français pas populaire, français standard. L'idée du français populaire, qu'est-ce que c'est?
Ok? Et parfois, on va le voir aussi, on verra des cas où les usages, disons, les variations diastratiques peuvent recouper les variations diatopiques. Ça veut dire que on va voir, par exemple, l'usage de tel ou tel dialecte ou de telle ou telle variété de langue, c'est plutôt utilisé par telle partie de la population, plutôt que par telle autre. Je prends le cas du Québec. Entre, si vous écoutez quelques reportages comme ça, et qu'on vous interroge un Québécois qui est journaliste au Québec, ou qui est, je ne sais pas, animateur de télé, ou chanteur, ou je ne sais quoi, on entend l'accent, et on comprend sans problème ce qu'il dit. Parce que son français à lui, c'est standardisé et qui s'est approché du français de la métropole, d'ici. D'accord? Mais si on écoute un Québécois qui, lui, passe pas à la télé, même qui a fait des études, son français à lui est très différent. Donc ça peut, les deux peuvent se recouper. Qui parle les dialectes ou qui parle les variations régionales ou locales, ça peut être aussi recoupé par les origines sociales. Ça va, vous comprenez les trois types? Donc, pour faire la synthèse de la synthèse, c'est du concentré. On a, je le faisais, j'ai préféré commencer par vous parler de divers cas à droite et à gauche, ensuite je fais une synthèse, et ensuite je repartirai en partant de ça. Donc, ce qu'on va retrouver tout au long du cours et tout au long de tout un tas de cas concrets, ça va être analysé. Ces deux choses qu'on va retrouver, c'est la différence entre la langue fonction avec sa fonction d'identification ou sa fonction identitaire et sa fonction de communication. On va le retrouver partout. Et puis, ce que je vais vous dire, l'idée que les langues sont des effets de variation. Il n'y a pas une langue qui soit un bloc monolithique que tout le monde parlerait exactement de la même façon. Je prends le cas du français, mais encore une fois, c'est toutes les autres langues et on va le voir pour le cas de la Suisse. C'est qu'il y a aussi une différence très importante, c'est quoi? Qui est plutôt, qui ne concerne même pas une des trois sortes de variations, mais un peu les trois à la fois. On pourrait même l'ajouter, c'est les trois-là qui sont retenus en général, mais il y a encore un type de variation qui transcende, qu'on retrouve là, mais qu'on pourrait presque mettre. C'est quoi? Une langue, le français et une multitude d'autres, on va le voir pour le cas suisse, c'est carrément encore plus net. Dans les langues, la plupart, sauf celles de la plupart qu'on analyse avec ceux qui sont du langage qui sont là le matin, et justement, et pour toutes les autres que nous on va analyser ici dans ce cours, c'est quoi la différence? Une des différences entre les trois types de variations, il y en a encore une autre. Réfléchissez voir si vous n'avez pas encore le cerveau complètement saturé par mon. Cette différence, c'est même plus une variation, ça va même un peu plus loin. On peut considérer comme une variation. C'est pas forcément lié aux groupes sociaux, quoique aussi. C'est pas forcément lié au lieu. Un peu moins. Comment? Oui, ça c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Mais ça c'est transversal, c'est partout. Mais c'est tout à fait vrai. Ça, c'est le cœur de la sociolinguistique, c'est ce qu'on va voir, c'est que tout ça, toutes ces variations-là qu'on a analysées, c'est pas forcément le lieu, la personne, c'est un mélange de tout ça, et que le cœur de l'affaire, c'est ce que vous dites, c'est la situation de communication. Tout à fait. Mais il y a un autre grand type de variation.
Là, on ne peut pas dire que c'est la même chose et on le sait tout en ne le sachant pas vraiment. Parce qu'on n'en a pas une conscience claire. Justement, c'est là-dessus qu'on va aussi avancer. Prenez l'exemple de vos langues. Il n'y a pas que le français, il y a d'autres qui parlent d'autres langues ici. Et parfois, dans les langues, pour le français, c'est pas évident. Même si en sciences du langage, et je vous mets sur la piste, on essaie justement, ceux qui y sont, de vous faire maturer ça et qu'il y a des cours qui sont spécifiques, justement, qui portent là-dessus. Pour d'autres, le cas de l'arabe, c'est net. Mais là aussi, ça dépend ce que vous disiez des situations de communication. C'est même pas ou l'un ou l'autre, ça va être. Bon. Entre l'écrit et l'oral. Bien sûr, entre l'écrit et l'oral. Mais là, ça dépendra aussi des situations de communication. Il y a des différences globalement, mais je dis globalement parce que vous allez voir que c'est pas si net que ça. Entre l'usage de l'écrit, c'est pas l'écrit et l'oral, parce qu'en principe, on voit bien que ça ne marche jamais. Si on écrit du français, si on lit du français, pardon, si on lit du français à haute voix, celui à qui on dit ça, il entend du français. Il n'y a pas de souci. Sauf que, oui, c'est du français écrit. Sauf que le français qu'on parle tous les jours, est-ce qu'il a un rapport avec le français écrit? C'est pas si sûr. Et c'est même pas sûr du tout. Et donc, la syntaxe, le rythme, la prosodie, tout ça, et ça, c'est ce qu'on analyse en sciences du langage de façon pointue maintenant, c'est qu'on se rend compte, c'est la même langue tout en n'étant pas la même langue. On n'utilise pas les mêmes mots, on n'utilise pas les mêmes formules. C'est pas deux langues différentes, ça c'est clair. Mais c'est deux variations. C'est des variations, c'est absolument certain. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça, on y reviendra là-dessus. Formel, informel. L'écrit, c'est de l'écrit et c'est pas de l'oral, oui, ça c'est clair. Mais parfois, parfois souvent même, les frontières sont pas nettes. Si on se dit, par exemple, l'écrit c'est plus soigné, plus formel, c'est pas sûr. Les SMS que vous envoyez tous les jours, et même pendant le cours, je le vois, hein. Est-ce que c'est du langage formel? Ça m'étonnerait. Je ne vais pas lire vos SMS, je m'en fous. Que vous écrivez pendant le cours. Mais ce n'est pas du langage formel. Non. C'est juste justement en fonction de à qui vous écrivez. Par contre, si on échange ici à l'oral, ou à plus forte raison si vous échangez dans le cadre d'un truc encore plus formel, genre soutenance de mémoire ou oral, là vous allez utiliser votre français du dimanche. Et vous allez faire un effort. Donc là ça va être très formel. Et ça ne sera pas du tout le français oral que vous utiliserez tous les jours. Donc, on verra ça, on travaillera là-dessus. Il y a la variation, c'est aussi une variation écrite-orale. Mais on va le voir qu'il y a plein d'autres cas où on a disjonction complète. Par exemple, on va prendre l'histoire du français. Cette disjonction-là, c'est que un temps, la langue utilisée sur le territoire de ce qui deviendra la France, c'était le latin. Parce que c'était les Romains, les Gallo-Romains qui étaient là et qui utilisaient le latin. Bon, c'était un latin populaire, etc. Et il y avait le latin écrit, on en a de multiples traces. Bon. Entre le latin populaire parlé par les légionnaires, les commerçants, les paysans et le latin écrit, il y avait une différence du même ordre que celle qu'il y a aussi une différence aujourd'hui entre le français populaire, le français qu'on utilise tous les jours, le français courant et le français écrit. Et puis au fur et à mesure, quand l'Empire romain éclate, qu'il n'y a plus d'unité politique et qu'il n'y a plus d'unité linguistique, le français, les formes de langue populaire continuent à évoluer, mais pas le latin écrit. Donc le latin écrit, lui, va rester du latin très longtemps, tandis que ce qui était le latin oral, lui, il va tellement évoluer qu'il ne sera même plus du latin. Donc on arrive à des situations au 9e, 10e siècle, peut-être même un peu avant, où
des érudits, des savants, les quelques-uns qui restent encore après les Romains, disent mais en gros, ils parlent n'importe quoi, ils parlent pas sorcier. C'est une langue qui est complètement dévoyée, parce qu'ils croient qu'ils utilisent un mauvais latin. En fait, ils utilisent déjà plus latin. Donc, pendant un temps, eux continuent à utiliser le latin écrit, mais que le latin oral a tellement changé qu'il n'est plus du latin. Vous voyez? Donc, on a une disjonction, ce qui est vrai aussi pour l'arabe. On a donc des cas où les deux sont proches, des cas où ils sont loin et ils vont tellement s'éloigner qu'on n'a plus du tout de rapport entre eux. On a même des cas où la langue, comme justement le latin, l'usage parlé a complètement disparu, tandis que l'écrit, lui, continue à exister. Donc on peut avoir des variations qui sont légères, des variations qui sont beaucoup plus fortes, des variations qui sont liées au lieu, des variations qui sont liées surtout à l'origine sociale. Donc les quatrième type de variation. Ça va, vous avez compris? Donc tout ça, on va l'analyser, on parlera plus tard, donc on va commencer aujourd'hui, je vais vous distribuer ça, c'est les textes, c'est comme sur la situation en Suisse. Ça faisait la couleur. Ouais, ouais. C'est expression, un colosse pierre d'argile. Ouais. C'est quoi ça? Et vous parlez votre langue, c'est le farsi ou c'est une autre? Farsi. Farsi? Oui. Il est possible qu'on parle aussi de la situation en Iran, donc je vous demanderai. Comment? Il est possible que je parle de la situation en Iran, justement, ou dans le Moyen-Orient. Donc si je vous pose une question, vous comprenez. Ok. Ouais. Je confirme pas. Parce que moi, quelquefois, je comprends mal, c'est pour ça.
Ouais. Je comprends pas toutes les choses que vous dites, c'est pour ça, et quelquefois je mal comprends. Bah, demandez, hein. Faut pas Ok. hésiter, hein. Ouais. Après, c'est trop tard. Ouais. C'est quoi ça? Un close-pied d'argent. C'est quelque chose de solide qui reste, qui... Ah, c'est un truc de fort. Qu'est-ce qui a fait l'allemand aussi? Quelque chose qui est solide. Hein? Stable. Hein? Qui résiste. Plus, mais quelque chose qui résiste. Quelque chose qui résiste.
D'après ce que vous en savez et d'après ce que vous pouvez avoir comme information dans ce texte-là, parce qu'on va reconstituer ensemble, première chose, c'est quoi la situation sociolinguistique de la Suisse? Vous qui allez tous les week-ends dans le bon Suisse, là c'est votre parcours. C'est un peu deux grandes langues majoritaires. Il y a le français, le allemand, l'allemand. Ta question est là, juste après. Et une troisième importante. Italien. Et quatrième. Néerlandais. Pas du tout. C'est une qui est une question ici. Il faut retrouver après, parce que eux, c'est un débat entre Suisses là. Je l'ai fait exprès, c'est le romanche. Je l'ai fait exprès, je vous ai donné ça, comme ça, c'est un débat entre Suisses là. Donc ça veut dire que c'est des journalistes, ce qu'ils écrivent là, c'est l'objet d'un très long débat, donc on le prend en cours. Quoi. Mais je le fais volontairement pour qu'on construise tout ça. Donc la situation socio-linguistique de la Suisse, c'est qu'il y a 4 langues officielles. Le français, l'allemand, je dis bien officiel. Français, allemand, italien et romanche. Alors, le français, l'italien, l'espagnol, le français, l'italien, l'allemand, vous savez ce que c'est. Le romanche, c'est une variété de langue romane, comme son nom l'indique. Variété de langue romane, ça veut dire parenté avec les langues romanes issues du latin. C'est une langue qui est parlée par quelques milliers de Suisses dans le canton des Grisons, canton alpin. On va voir la raison d'être du romanche. On se dit, mais c'est parlé par. Et encore, ça perd. Ils essayent de le sauver. Donc, une langue nationale en Suisse qu'ils essayent de sauver, on dit pourquoi elle est langue nationale. Parce qu'on va voir que ça sert un petit peu d'alibi. C'est la seule. C'est une langue qui est parlée dans le canton des Grisons, en Suisse. Donc, c'est la seule langue, quoi, par rapport aux 4 langues officielles. Qu'est-ce que ces 4 langues? C'est une langue qui sera parlée que en Suisse. Oui. C'est la seule langue locale, le romanche. C'est pour ça qu'ils l'ont mise comme langue nationale, c'est un point symbole. Les 3 autres, c'est des langues. Le français, l'italien et l'allemand, on va dire, sont pas, mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'elles ne sont pas a priori? A priori, je dis bien. Elles ne sont pas propres à la région. Elles ne sont pas propres à la région, donc on pourrait dire en raccourci qu'elles ne sont pas des langues suisses. Par définition, mais on va voir que justement, tout ça c'est imbriqué. Toutes ces explications, et ce n'est pas des langues suisses, parce qu'il y en a une qui s'appelle l'italien, et on n'est pas en Italie, c'est une qui s'appelle l'allemand, on n'est pas en Allemagne, qui s'appelle le français, on n'est pas en France. En revanche, le romanche, c'est parlé que dans les cantons des Grisons, mais pas dans toute la Suisse. Donc on pourrait dire, si on raccourcissait, mais on va voir avec avec les 2 textes, que c'est pas si simple que ça, que c'est, sur les 4 langues officielles, il n'y a qu'une seule langue suisse, et encore c'est la moins parlée, elle est presque anecdotique. Mais on va voir que justement, c'est pas si simple que ça. Donc la situation de la Suisse, ça, vous ne pouvez pas le savoir en lisant les textes, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne? 4 langues officielles. Ça fonctionne. Comment, déjà, la Suisse, à la différence de la France, c'est quoi? Du point de vue politique, du point de vue de l'organisation politique. Ouais, c'est même une confédération. C'est une confédération. Vous savez comment on l'appelle officiellement? C'est pour ça que c'est CH partout pour la Suisse, c'est Confédération helvétique. Et les Suisses en ce moment, même si le CH est inclus, ils parlent de Confédération suisse. Mais je vous explique
expliqué, Confédération helvétique, c'est CH. Donc, si dit confédération, la France n'est pas une fédération ni une confédération, c'est un État militaire. Pour vous expliquer la différence. Donc, fédération ou confédération, ça veut dire que la Suisse, elle est constituée de quoi? On le voit dans les textes comme ça. De cantons. Il y a 26 cantons en Suisse. Et que ces cantons, puisqu'il s'agit d'une confédération, ces cantons ne sont pas des régions ou des départements comme la France. Les cantons en Suisse, c'est constitutif de l'histoire de la Suisse. Pour vous comprendre toute la différence, c'est que les cantons ont fait la Suisse, alors que c'est la France qui a fait les départements, par exemple, les régions. C'est la France qui est déjà construite depuis bien longtemps. Les départements, ça date de la Révolution. Donc c'est la France qui construit ses subdivisions administratives, mais là, c'est tout l'inverse. La Suisse s'est construite au fur et à mesure de l'histoire par l'agglomération de cantons, ce qui ne s'appelle pas encore canton avant qu'elles arrivent en Suisse, de régions, de villes, qui disent, voilà, moi, je veux appartenir à la Confédération helvétique. Donc, ça grossit au fur et à mesure de l'histoire, par l'agglomération. C'est comme ça que ça s'est construit. Donc, le principe fondamental en Suisse, c'est qu'il y a un État fédéral. Et la capitale, c'est... Non. Justement, c'était le piège. On va dire, tiens, Zurich ou Genève. D'un manque de bol, c'est Berne. Et pourquoi ils n'ont pas pris Zurich ou Genève? Justement, parce que c'est des trop grosses villes. Une qui est une grosse ville francophone, l'autre qui est une grosse ville germanophone. Donc ça ne pouvait pas marcher. Il fallait trouver une ville plus neutre. Berne, c'est germanophone, mais petite ville un peu plus neutre, plus centrale. Voilà. Parce que justement, il ne faut pas qu'il y ait peut-être qui dépasse là. Donc, la particularité de la Suisse du point de vue linguistique, c'est qu'il y a 4 langues officielles, mais la particularité, c'est qu'étant constituée de cantons. Et là, les Suisses sont extrêmement pointus, rigoureux là-dessus, c'est qu'ils ne veulent pas que l'État fédéral, il n'en existe pas, qui prenne le pas sur les cantons. C'est-à-dire que les cantons ont énormément de liberté en plein domaine, y compris celui de l'éducation. Ce n'est pas l'État fédéral à Berne, ne peut même pas parler de l'État central, c'est les cantons, voire les communes, dans les cantons qui définissent leur politique éducative. L'État fédéral, il a en charge l'armée, ça c'est dans tous les États fédéraux, ne pas avoir une armée par canton, l'armée, la diplomatie, la politique économique générale. Pour le reste, les cantons sont libres. Ça, c'est la Constitution, c'est constitutif de l'histoire de la Suisse. C'est exactement l'inverse de l'histoire de la France, où il y a un État centralisé depuis la fin du Moyen-Âge. Donc, ces cantons ont aussi la particularité, chacun, de posséder leur propre langue officielle. La majorité des cantons sont germanophones, et je dis bien germanophones, mais on va voir ce que ça implique. Et ensuite, c'est le français. Et puis l'italien, il y a un canton, le Tessin, qui se situe juste à la frontière sud de la Suisse et nord de l'Italie, qui est italophone. Donc, en Suisse, le principe, c'est les langues sont officielles, mais il n'y a pas 4 langues officielles sur tout le territoire de la Suisse. C'est chaque canton, par exemple le canton de Neuchâtel, le canton de Genève, le canton de Vaud. En Suisse, la langue officielle, c'est le français, c'est tout. C'est tout. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas 4. Donc, on a les autres cantons, dits alémaniques. Vous avez vu le terme? Là, il y a aussi une explication, pas germanique ou germanophone, c'est alémanique. Les cantons dits alémaniques, c'est la majorité, il y en a des tout petits, il y en a des plus gros, comme Zurich, comme Bâle. Et là, il n'y a qu'une langue officielle, c'est l'allemand. L'allemand. Ok? Il y en a une, c'est l'italien, c'est dans le Tessin, et puis il y a 2 ou 3 autres cantons qui sont bilingues, voire trilingues. Le canton de Fribourg, il est bilingue, où il y a 2 langues officielles, français et allemand. Et puis il y a le canton de, je ne sais plus lequel, Berne, justement. Donc le problème de la Suisse,
c'est qu'en fait, c'est une juxtaposition de cantons. Il y a un lien historique et tout ça, mais du point de vue linguistique, chaque canton a, sauf 2 ou 3 cantons, 4 avec les trilingues, qui ont une seule langue officielle. Donc dans le canton de Genève, dans le canton de Neuchâtel, dans le canton de Vaud, on peut ne parler que français. Comme dans le canton de Zurich, de Bâle, de Schwyz ou d'ailleurs, on ne peut parler qu'allemand. Autre chose, on va voir. Ça va, vous comprenez? Donc c'est ce qu'on appelle un plurilinguisme territorialisé, territorial. C'est un petit peu le cas aussi d'un autre pays d'Europe qui s'appelle, là il n'y en a que 2, 3, disons, mais surtout 2, la Belgique. La Belgique c'est comme ça, les Flamands et voilà. Plus Bruxelles qui se trouve dans la zone flamande mais qui est majoritairement francophone, puis une petite minorité allemande. Il y a 3 langues officielles en Belgique, le flamand, le français et l'allemand. Et c'est territorial aussi. Il y a une limite linguistique. Avec des villages qui sont un peu les deux, mais il y a une limite linguistique. D'un côté, la langue officielle c'est le flamand, de l'autre c'est le français et c'est tout. Et puis après, il y a des querelles compliquées en Belgique, on reviendra peut-être sur ce cas. La Suisse, c'est la même chose, sauf que c'est plus consensuel ensuite, parce que la Suisse s'est construite comme ça. Donc dès, à la base, au Moyen-Âge, vous connaissez Guillaume Tell, j'ai entendu parler de lui. Guillaume Tell, c'est un des premiers Suisses qui a résisté, parce qu'on va voir justement que toute cette histoire-là, elle est très importante, pas celle de Guillaume Tell, parce qu'on ne sont même pas sûrs et certains qu'il existe. Il y a encore moins l'affaire de son fils avec il pense quand même qu'il a existé, mais qu'il a résisté, mais que c'est pas exactement ce qui s'est fait. Donc, les premiers cantons qui se sont retrouvés entre eux, qui se sont réunis pour former l'embryon de la Confédération helvétique, sont des cantons germanophones. Les cantons francophones sont arrivés beaucoup plus tard. Donc la majorité, c'est 2 tiers, je crois, est germanophone. Une minorité, une grosse minorité francophone, et avec les italiens. Donc voilà la situation. Donc on a, en principe, 4 langues officielles, dont une, le romanche, qui est très peu parlé, et dans le canton du Grison, il n'y a pas que, c'est aussi l'allemand qui est langue officielle, et même l'italien. Donc dans le canton du Grison, le romanche n'est pas unique langue officielle. Il est parlé et de moins en moins parlé. Dans l'autre situation, c'est qu'on a les 3 autres langues officielles. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui complique l'affaire? Donc il est question ici. Et notamment, ça complique l'affaire, pas de tout le monde. En fait, quand on dit Suisse germanophone, le terme c'est Suisse. Le terme, vous l'avez vu ici, qui est utilisé, c'est Suisse alémanisé. Vous savez pourquoi ça s'appelle alémanique? Et non pas Suisse allemande, parce que personne, ni eux, ni personne ne dit Suisse allemande, justement, parce que c'est, quand on lit ça, on ne comprend pas. Elle n'est pas allemande du tout. Il faudrait se distinguer des... Oui, ça on va voir. Ça va voir, tout à fait. Mais quand on dit Suisse alémanique, vous savez alémanique. Vous voyez que ça a une vague ressemblance avec Allemagne quand même. En fait, alémanique, on parle aussi des langues alémaniques qui sont parlées, notamment les dialectes alsaciens sont de la même famille, sont des langues germaniques qui sont du sous-groupe alémanique. En fait, ça vient des Alamans. Vous avez déjà entendu parler des Alamans? Les Alamans, c'est un peuple barbare qui a au temps des Francs, des Gaules, des Ostrogoths et des Vandales. Au moment des invasions barbares, les Alamans. Les Alamans, c'est un peuple de langue germanique qui s'est installé à peu près dans la Suisse actuelle, l'Alsace, l'autre partie en face de la Bade, c'est l'Allemagne. Donc c'est une langue germanique, c'est un groupe de langue germanique avec des sous-groupes. Et justement, toute la question qui va nous intéresser ici, et puis on va extrapoler, parce que c'est pas la Suisse en tant que telle, c'est justement ces sous-groupes et ces sous-groupes de sous-groupes. C'est ce que je vous expliquais sur le continuum dialectal.
On en a un exemple ici, et encore qu'un petit exemple. Donc, la Suisse alémanique, c'est la Suisse, la partie de la Suisse qui utilise une langue germanique. Et pourquoi je fais cette précaution-là? Suisse alémanique utilise une langue germanique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quelle langue ils utilisent? Dans les cantons où c'est l'allemand qui est la langue officielle. Qu'est-ce qu'ils utilisent en fait? Le suisse allemand. Ouais. Non, justement pas. Ça, c'est l'allemand standard. Si vous arrivez à le prononcer, c'est vrai qu'ils ont fait l'allemand. Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire la même chose, ça veut dire suisse allemand. Donc, mais allemand, en fait, c'est ça toute la difficulté. Donc, en fait, ce qui se produit, c'est que dans les cantons alémaniques, donc de langue germanique, dans les cantons germanophones, parce que germanophone, c'est plus large que allemand. Les Allemands sont des germanophones, mais il y en a d'autres germanophones. Les Scandinaves sont aussi des germanophones. Donc, dans les cantons germanophones, la langue officielle, c'est l'allemand. Mais en fait, ce que les gens utilisent au quotidien, c'est des dialectes. Des dialectes germaniques, et même pas dire des dialectes allemands. C'est des dialectes germaniques. Ça va, vous comprenez? Ça, c'est on en a la situation. Après, on verra pourquoi, comment. La situation, pourquoi on en est là? C'est qu'en fait, la Suisse, historiquement, les cantons suisses alémaniques faisaient partie au Moyen-Âge de ce qu'on appelle, peut-être ça vous dit quelque chose, le Saint-Empire romain germanique. Il n'y avait rien de romain. Le Saint-Empire romain germanique, c'est un espèce d'empire énorme qui englobait y compris des parties francophones, où il y avait un empereur, mais qui était une agglomération de multitudes de petits aristocrates locaux qui avaient une unité de façade. Et dans cet empire romain germanique, il y avait les cantons suisses. D'accord? Ce qui s'est produit avec l'histoire de Guillaume Tell, c'est que les Suisses au Moyen-Âge, comme d'autres, ont voulu sortir du Saint-Empire. Ils ont lutté contre l'empereur. Donc Guillaume Tell, quand je vous disais sa résistance, c'était ça. Dans cet empire romain germanique, à l'époque, au Moyen-Âge, il n'y a pas de langue standard encore. La langue de l'administration, c'est plutôt le latin, mais il n'y a pas de langue unitaire. Donc dans cet empire, il y a une multitude de dialectes germaniques, et y compris celui des Suisses. Donc il y a le dialecte des Bavarois, et encore dans le dialecte des Bavarois, vous regardez, on pourrait même regarder, on regarde par exemple sur la question du bavarois, donc on dit bavarois, on sait que c'est en Allemagne. Dans le bavarois, il y a au moins 3 ou 4 sous-familles qui elles-mêmes sont encore divisées. Donc dans cet empire germanique, il y a une multitude de dialectes. Ok? Ce qui se produit, donc, y compris les Suisses. Au Moyen-Âge, voilà, ceux qui sont dans la Suisse d'aujourd'hui, ceux qui sont dans l'Alsace d'aujourd'hui, ceux qui sont dans la Bavière d'aujourd'hui, parlent tout un tas de dialectes différents d'un village à l'autre. Ce qui se produit d'un point de vue linguistique, c'est qu'à partir du XVIe siècle, il y a une langue commune qui émerge, tout doucement. D'accord? Parce qu'il faut bien qu'ils se comprennent, et que plus personne ne parle latin, et même plus personne n'a jamais parlé latin sur ce territoire-là. Donc pour pouvoir se comprendre, et notamment pour essayer d'avoir une unité de l'Empire, va émerger une langue commune qui deviendra l'allemand, et qui s'appelle ici le Hochdeutsch, ça veut dire le haut-allemand. Donc cette variété commune, c'est une variété qui va avoir aussi la particularité, on voit bien, on trouve aussi ça, qu'elle sera écrite, d'abord, comme le français d'ailleurs. L'ancêtre du français, c'est ça. Ça va devenir, donc le Hochdeutsch, il est basé sur un des dialectes. Un des dialectes. Et autour de ce dialecte, comme ça s'est produit dans plein de cas, on va construire une langue administrative, une langue écrite et une langue qui va servir de langue commune parmi tous les dialectophones de l'Empire. C'est ça qui deviendra l'allemand, vous comprenez?
Donc l'allemand, et vous avez vu, il apparaît surtout et il se construit surtout au temps de Luther, c'est-à-dire au temps de l'émergence des protestants. Cette langue qui va devenir l'allemand, c'est une langue qui vient des dialectes, qui se construit autour d'un dialecte, mais si c'est la langue commune, ça n'est pas la langue de tout le monde. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, de moins en moins, mais encore aujourd'hui, les Allemands, et pendant très longtemps, ont parlé leur dialecte et utilisaient l'allemand, le Hochdeutsch, à l'écrit ou dans les situations formelles. Ça va, vous comprenez? C'est exactement ce qui s'est passé pour la Suisse. Les Suisses ont utilisé ça, mais après, ça on verra ça la semaine prochaine, parce que ce serait plus long à expliquer. Donc vous reprenez la semaine prochaine le texte, ces deux textes-là, parce qu'on finira les analyser. Ok? Parce que ça demande plus de développement, je ne veux pas. Merci.